Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal du 13 avril 2022. Nous allons commencer par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari, Madame Amozig, Monsieur Lepont, Madame Page, Monsieur Slimani, Madame Lacroix, Monsieur Cressin, Madame Diaby, Monsieur Timofté, Madame Eftekari, Monsieur De Chauvigny, Monsieur Denis, Madame Amar, Monsieur Alté, Monsieur Mahé, Monsieur Soronellas, Monsieur Bonnet-Meyer, Madame Marteneau, Madame Pérouse, Madame Personne, Madame Ovaldé, Madame Bussolo-Pons, Madame Gendard, Monsieur Havé, Monsieur Samoura, Madame Cissé, Monsieur Jacobi, Monsieur Page, Madame Ancanca, Monsieur Carrard, Monsieur Morera, Madame Cacher, Madame Abadi, Monsieur Pilon, Madame Calatassane, Monsieur Trigance, Monsieur Hamache, Madame Martial, Madame Amimer, Je vous remercie, Monsieur Péan. Nous ouvrons la séance. Et si Monsieur Slimani est d'accord, nous pouvons vous nommer secrétaire de séance. Je vous en remercie. Je passe d'abord le procès verbal de la séance du 30 mars dernier. Y a-t-il des observations, des questions? Oui. Oui, merci. Bonsoir, chers collègues. Sur le procès verbal, nous avions des questions, en tout cas, une question. Nous avons donc voté le budget le 30 mars, avec notamment la liste des associations et la subvention attribuée à ces associations, donc dans le budget. Or, il se trouve que dans le procès verbal qu'on a reçu, il y a un certain nombre d'associations dont le montant indiqué dans le procès verbal ne correspond pas aux sommes qui ont été votées par nous-mêmes pendant la séance et donc sur le budget. Je donne un exemple. Archerie Nocéenne, nous avons voté le 30 mars 16 000 € et il apparaît dans le PV, dans le tableau, il y a marqué 7 000. Nous avons athlétisme, nous avons voté 20 000 et dans le tableau, il y a 15 000. On a une succession comme cela d'associations avec le montant du PV qui ne correspond pas au montant du budget. Il y en a 18 en tout, donc on voulait savoir ce qu'il en était. Alors, on regardera, mais dans les éléments qui avaient été envoyés lors du conseil municipal, c'était les mêmes qui a été extraits du détail qui était présenté dans le dossier. Là, les montants que vous m'indiquez sont ceux de l'année dernière. Donc, Ah non, on a reçu dans le PV qui est publié sur le site de la ville. Oui. Pour chaque association, il y a le tableau. Non, mais les montants que vous m'indiquez semblent être ceux de l'année dernière et pas ceux de cette année qui étaient dans le dossier qui a été présenté lors du vote. On est d'accord, ce qui signifie que le PV, du coup, il y a un sujet sur le PV, parce que si, là il est écrit « Monsieur le maire rappelle qu'il appartient au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions aux associations locales et aux établissements publics selon l'état annexé au budget primitif et rappelé ci-dessus ». Donc, dans le PV, le document qu'on a reçu, donc le tableau avec les subventions, dans le PV, devrait correspondre à ce qu'on a voté lors de la séance du budget. Mais les montants que vous m'annoncez, enfin que vous m'indiquez comme étant ceux du voté, sont bien les montants qui sont adoptés. Donc, pas ceux de l'année dernière. Du coup, ceux de cette année qui étaient présentés. Non, mais on parle bien du budget qu'on a voté la dernière 2022. fois. Oui, je parle du budget qu'on a voté le 30 mars. On regardera s'il y a une difficulté sur le point. Il y en a, j'ai la liste, hein, il y en a 18, si vous voulez, dont le montant indiqué dans le PV n'est pas le montant qu'on a voté le 30. Bon, on regarde le point. Donc pour nous, on ne le votera pas, le procès verbal, parce que du coup, on n'a
pas voter ces sommes-là. Très bien. On regarde le point et on essaie de vous faire un point d'ici la fin de la séance. Donc, on reporte l'adoption du PV à la fin de la séance et on passe directement au point numéro 1 sur la subvention les subventions au projet des écoles. Madame Amouzig. Oui, bonsoir messieurs, dames. Lors du conseil d'administration du 6 décembre 2021 de la Caisse des écoles, le montant des subventions accordées aux écoles selon les demandes et les projets pédagogiques a été arrêté. Ainsi, il convient donc de valider sur le budget de l'exercice 2022 les montants accordés. Vous avez donc un tableau récapitulatif. Il y a donc 5 écoles concernées. Les sommes correspondantes aux diverses subventions sont versées sur le compte des coopératives des écoles concernées. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver le versement de ces subventions. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Amouzig. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, Monsieur Carrard, sur le fonds d'initiative associative. Bonsoir messieurs, mesdames. Le fonds d'initiative associative a pour but de financer des micro-projets ponctuels réalisés et mis en œuvre directement par les associations locales dans le cadre de la politique de la ville. En effet, ce dispositif s'inscrit dans les orientations prioritaires de la commune en matière de politique de la ville, telles que le soutien aux initiatives associatives dont l'objectif est de dynamiser la vie locale et de développer le lien social, et la démocratie participative en favorisant la capacité d'agir des habitants et en renforçant la cohésion sociale dans les quartiers. Pour rappel, au titre de la programmation 2021, du contrat de ville, une subvention de 10 000 € a été attribuée à la ville dans le cadre du FIA. Le Conseil citoyen est chargé d'étudier les projets et de s'assurer de la pertinence des actions présentées afin d'allouer la subvention FIA. Les projets nécessitant une aide financière comprise entre 1 500 et 3 000 € requièrent la saisine du conseil municipal. Ainsi, après examen des propositions par le Conseil citoyen, et la validation de la déléguée du préfet à l'égalité des chances, 3 associations ont été retenues avec les projets détaillés ci-dessous. Il nous est demandé d'approuver cette répartition et d'en délibérer. Merci Monsieur Carrard. Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble des partenaires qui ont réussi à mettre en place ces projets, à les porter pour des actions civiques, citoyennes et sportives. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir à toutes et à toutes. Notre intervention sera sur le PIMS mobile. Et on a au moins 2 questions sur cette structure. Premièrement, le service a été inauguré il n'y a pas très longtemps, il me semble en décembre 2021. A-t-on des indicateurs mesurés et connus à ce jour sur l'impact auprès de notre population, nombre d'usagers, de types de démarches? Et la seconde, c'est, j'en profite, enfin n'y a-t-il pas là un doublon et la tentation de vider de leur mission et remettre en cause les prérogatives des structures déjà existantes sur notre ville? Nous pouvons citer entre autres la Maison des services publics avec le CCAS, le Centre Louise Michel ou encore la Cyberbase dont la mission est d'être un acteur dans le développement des usages Internet, liés à l'emploi et aux nouveaux services numériques comme la déclaration de revenus d'ailleurs. La Cyberbase accompagne ainsi tous les publics aux usages numériques. Je vous remercie. Non, monsieur Hamache, le PIMS mobile a une vocation qui est très différente, c'est de la médiation et donc là, très clairement, le PIMS mobile rend un fier service à de nombreux habitants qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à des services publics ou en tout cas d'être parfois en difficulté quand ils vont dans ces différents services. Je vous donne un exemple très simple. Dans le PIMS mobile, grâce au PIMS mobile, vous avez accès directement à un référent CAF, à un référent ministère de la Justice, référent ministère de l'Intérieur, référent caisse de retraite, caisse de sécurité sociale. Vous avez un référent La Poste. Enfin, vous avez un référent pour accès à un référent pour les impôts.
Donc il y a tout un tas de services publics qui sont accessibles directement grâce aux acteurs qui animent le PIMS, parce que PIMS est organisé de cette manière-là et que PIMS a des référents dans ces différents services, et ça ne se substitue en rien aux services du CCAS, aux services de la cyberbase et autres. Donc c'est un service complémentaire qui est très utile, et d'ailleurs on a beaucoup de participants, et quand on le voit soit devant la mairie, soit devant la patinoire, on a de nombreuses personnes qui ne sont pas en capacité malheureusement de faire leur démarche sur les plateformes internet existantes, et qui se rendent directement dans ce point mobile et qui ont accès à ce service. Alors les chiffres on vous les donnera, voilà, donc on détaillera la prochaine fois, mais voilà, le PIMS mobile ne se substitue en rien aux autres services de la ville, et la ville contribue au fonctionnement de ce PIMS mobile, et là c'est un montant complémentaire pour accroître le nombre de prestations. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3, Madame Cissé, la convention de mise à disposition d'un local collectif résidentiel. Bonsoir. En 2016, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention tripartite entre l'APES, la Société France Habitation et la commune relative à la mise à disposition d'un local collectif résidentiel d'une superficie d'environ 162 m² situé 20 avenue Jean Séventan. Pour rappel, l'APES est chargée de l'attribution et du suivi de l'occupation du local appartenant à la société HLM. Cette mise à disposition à la ville intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'activités sociales et éducatives. Cette convention est aujourd'hui arrivée à son terme. Il convient de la renouveler. Elle est consentie pour une durée de 3 ans à titre gracieux. En contrepartie, la ville réglera les charges locatives à la société d'HLM. Il nous est donc demandé d'approuver les termes de la convention jointe à l'exposé et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Madame Cissé. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 4, Monsieur Slimani, la vente d'un terrain situé 19 rue Perche. Bonsoir. La commune est propriétaire de plusieurs parcelles situées rue Perche dans le but de valoriser l'entrée de ville et l'accès à la Marne en permettant une opération de renouvellement urbain de ce secteur. En 2019, un accord était intervenu avec la société BDM pour la vente d'une parcelle située 19 rue Perche afin d'y réaliser une opération de logement dans un immeuble de 6 étages représentant 3149 m² de surface de plancher. La précédente municipalité avait prévu de vendre la parcelle pour un prix de 500 € par m² de surface plancher. Cependant, le projet a été totalement revu par la municipalité dans l'objectif d'en réduire la densité et d'en augmenter la qualité des logements. La société Renaissance souhaite réaliser un programme de construction d'environ 30 logements en accession à la propriété sur la parcelle ADW 337 de 2143 m². De ce fait, modalité de succession du terrain, si 19 rue Perche, excusez-moi, enfin la parcelle ADW 337 issue de la parcelle AW 57 était mise à disposition de la caserne des pompiers, et à ce titre, elle doit préalablement faire l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement du domaine public. Nous sommes donc saisis pour, premièrement, constater la désaffectation de la parcelle ADW 337 de 2143 m² issue de ADW 57. Deuxièmement, procéder au déclassement du domaine public de ladite emprise en vue de sa vente. Troisièmement, autoriser la vente du dit terrain à la société Renaissance ou toute société du même groupe qui s'y substituerait dans les conditions suivantes. Réalisation d'une opération de construction de logements en accession à la propriété au prix de 800 € par m² hors taxe de surface de plancher.
telle qu'elle résultera de celle autorisée par le permis de construire déposé, plus la TVA applicable, le prix ne pouvant toutefois être inférieur à 1 640 000 €. Un complément de prix sera appliqué dans le cas où les surfaces de plancher finalement autorisées seraient supérieures à celles subventionnées. Modalité de paiement comptant le jour de la réalisation de la vente. Les élus sont invités à en délibérer. Merci Monsieur Slimani. Donc pour résumer, on réduit de moitié la hauteur parce que c'était un bâtiment de 7 niveaux qui était prévu. On réduit la surface d'emprise, on augmente largement la qualité des bâtiments et la ville vend plus cher, donc un meilleur intérêt pour la ville que ce qui avait été prévu par la précédente municipalité. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, au regard de l'avancement et de la modification de ce projet, est-ce que, en termes de dédensification, il a été étudié la possibilité finalement de ne rien y construire ou pas? La dédensification, il y avait déjà une promesse qui était signée, donc elle était à plus de 3149 mètres carrés, là de surface de plancher, là on descend à 2000, donc on réduit de moitié ce qui était prévu. Donc rien construire, enfin laisser en friche quelque chose qui est complètement, et un permis obtenu, absolument. Donc le permis avait été obtenu avant nous, donc on ne pouvait pas ne rien faire parce qu'évidemment il y avait un contrat qui avait été passé, mais on a pu retravailler le projet très largement et donc on réussit à faire obtenir plus à la ville en construisant moins et en augmentant la qualité. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Page, le point numéro 5, la convention de partenariat avec l'IFOA et notamment pour de l'ostéopathie animale. Bonsoir à tous. Le centre équestre et l'IFOA, Institut de formation d'ostéopathes animaliers, envisagent une collaboration afin de permettre aux stagiaires de la structure d'accéder aux installations. Ce partenariat vise à apporter des soins et du bien-être aux animaux, tout en facilitant la formation des étudiants de l'IFOA. Il s'agit pour les étudiants de pratiquer gratuitement des soins ostéopathiques sur les équidés de l'équipement municipal, encadré par un formateur ostéopathe animalier. Il est donc nécessaire de signer une convention avec l'école définissant les conditions du partenariat, à savoir la période, l'encadrement pédagogique, la mise à disposition des équidés, le suivi de l'animal et le suivi de l'animal. La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 24 août 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention de partenariat. Merci Madame Page. Je tiens également à remercier la nouvelle équipe du centre équestre qui est toujours à la recherche de partenariats et riche en initiatives. Y a-t-il des questions, des observations? Bon. Oui. Oui, une question. Dans l'article 1, il est indiqué donc les soins ostéopathiques sur tous les animaux du centre en accord avec le responsable du centre. Il y a des équidés qui sont en pension et qui donc appartiennent à des personnes. Donc est-ce que du coup, s'il y a une demande de la part des ostéopathes d'intervenir sur un équidé appartenant à une personne, est-ce qu'il y a besoin de l'accord de cette personne ou l'accord du responsable du centre, comme c'est indiqué dans l'article 1, se suffit à lui-même? Non, ce sont pour les chevaux qui appartiennent à la ville. D'accord. Pas ceux des... Ah oui. Maintenant, s'ils le veulent. Ouais. Oui. Ouais. Si le propriétaire est d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 6, toujours Monsieur Slimani, l'échange foncier avec la copropriété du bailli de Suffren 1. La convention pluriannuelle signée le 9 décembre 2021 prévoit la résidentialisation de la plaine Île-de-France afin de pallier aux problématiques de visibilité et de sécurité de l'îlot. Un projet concomitant de résidentialisation de la copropriété bailli de Suffren 1 est également prévu. Après accord entre la ville et le syndicat,
Des échanges fonciers doivent être réalisés afin de tenir compte des aménagements futurs et ainsi de faire correspondre les limites de propriété. Ainsi, la commune doit céder au syndicat les parcelles décrites dans le rapport que vous avez reçu qui seront retranscrites dans le procès-verbal de la séance qui sera mise en ligne sur le site de la ville. Il est précisé que la commune détient ces parcelles dans son patrimoine pour les avoir acquises pour l'aménagement du secteur et donc sans objectif de les revendre. Il convient, par ailleurs, de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement du domaine public de ces parcelles. Parallèlement, la commune doit recevoir de ce même syndicat des copropriétaires du bailli de Suffren d'autres parcelles correspondant à l'assiette foncière de la copropriété. Ces échanges fonciers sont prévus sans soult. Il nous est donc demandé d'approuver les mesures exposées et d'autoriser Monsieur le maire ou en son absence son représentant à signer tous les actes nécessaires relatifs à ces transferts de propriété. Il nous appartient d'en délibérer. Je vous remercie, Monsieur Slimani, et merci à toutes celles et ceux qui travaillent sur cette résidentialisation de toute cet ensemble de copropriétés qui est particulièrement nécessaire et sur lesquelles on a encore du travail ensemble. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7, c'est la convention de répartition des consommations et des abonnements concernant la fourniture d'eau dans la copropriété située 101 rue Émile Cossonneau, Madame Henriette Martenot. Bonsoir à tous. En mai 2021, la ville a fait l'acquisition d'un local commercial au rez-de-chaussée d'une copropriété située 101 rue Émile Cossonneau. Au premier étage se trouve un appartement occupé. Dans le cadre de cette acquisition, la ville a pris en charge le contrat de fourniture d'eau pour l'ensemble de l'immeuble. Il convient aujourd'hui d'organiser la répartition des consommations d'eau. À cet effet, la convention annexée a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et financières concernant la répartition des coûts. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Il nous appartient d'en délibérer. Merci, Madame Martenot. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 8, Monsieur Morera, sur la modification du règlement communal de voirie. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le 30 juin 2021, le conseil municipal a adopté le règlement communal de voirie, qui organise notamment les modalités d'occupation du domaine public. L'article 5 de ce règlement précise les règles de facturation de l'occupation du domaine public et précise que le montant des redevances est fixé par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2013. En vertu d'une délégation de pouvoir accordée au maire par le conseil municipal en date du 19 février 2022, les tarifs de droit de voirie pour l'occupation du domaine public ont été actualisés par décision. Les redevances d'occupation du domaine public dues par les occupants de droit pour les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz sont soumis à des régimes juridiques particuliers et feront l'objet d'une décision spécifique à l'occasion de chaque occupation. Par conséquent, il convient de modifier le dit article 5 du règlement communal de voirie selon la rédaction suivante. Toute occupation du domaine public de type baraquement de chantier, dépôt de matériaux, etc. est soumise à redevance dont le montant est fixé par décision du maire, prise en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il nous est demandé d'approuver la modification du règlement de voirie tel que présenté ci-dessus. Il nous appartient d'en délibérer. Merci, Monsieur Morera. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 9, Monsieur Guillaume de Chauvigny, l'approbation du règlement intérieur du camping de la Haute-Île. Bonsoir à tous. Le camping municipal de la Haute-Île ouvrira ses portes avant l'été 2022, après une période de travaux de rénovation. Dans un premier temps,
Seuls les emplacements nus seront proposés à la location en attendant la mise en service d'hébergements originaux et variés. Et conformément aux dispositions du CGCT, il appartient au maire d'édicter un règlement particulier de police et de réglementer l'exploitation et l'utilisation des ouvrages et équipements du camping de la Haute-Île. Dans ce contexte, le projet de règlement intérieur est soumis à l'approbation de l'Assemblée. Un arrêté de police du maire viendra par la suite permettre sa mise en application. Et s'agissant des tarifs appliqués aux visiteurs, ils feront l'objet d'une décision du maire. Il nous est demandé d'approuver le présent règlement intérieur du camping municipal. Merci, monsieur de Chevigny. J'imagine que vous avez hâte d'animer le camping. En tout cas, je tiens à remercier l'ensemble des services qui travaillent sur la rénovation totale de ce camping, parce que pour y être passé, et j'invite vraiment tous les Nocéens à y passer, vous verrez la belle transformation. On avait un équipement qui était formidable, qu'il fallait vraiment décrasser et valoriser. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment en ayant investi énormément pour les clôtures, pour les installations à l'intérieur, de manière à repenser aussi les espaces, avec des tiny houses qui seront installés donc l'année prochaine, mais dès maintenant on envisage la chose. En tout cas, on s'y prépare et on a un site sublime que je vous invite à visiter. Et quand le camping sera en état, n'hésitez pas à y passer une nuit. Je pense que le cadre est absolument idéal, y compris pour les Nocéens. Vous aurez des tarifs. Les Nocéens. Non, mais vraiment, je tiens à remercier l'ensemble des équipes et donc l'ouverture est prévue avant l'été et donc nous serons ravis de pouvoir inaugurer cette première phase et je tiens vraiment à vous encourager pour que chacun en fasse de la pub. Y a-t-il des questions ou des interrogations, ou des observations, pardon? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10. Madame Henriette Marteneau sur le personnel communal et la modification de la liste des logements de fonction. La commune dispose d'un parc de logements de fonction destinés aux agents communaux. Ces logements sont principalement liés à des équipements municipaux. L'appartement situé 2 Quinter Winston Churchill n'a plus vocation à être utilisé pour nécessité de service. Par conséquent, il convient de le retirer de la liste des logements de fonction pour le faire entrer dans le parc immobilier communal. Le Conseil est invité à délibérer. Merci Madame Marteneau. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur David Cressin, sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires de service de la police municipale, le point numéro 11. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La présence de la police municipale est requise pour garantir la sécurité des manifestations sur la commune pour la période d'avril 2022 à décembre 2022. Après consultation du comité technique du 29 mars 2022 et en application du décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991, il est prévu la possibilité, pour des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, de permettre aux agents de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures mensuel. Il appartient à l'Assemblée de délibérer pour permettre aux agents de la police municipale de réaliser des heures supplémentaires au-delà des 25 heures réglementaires. Il est demandé aux élus d'en délibérer. Merci Monsieur Cressin. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Une question qui est liée d'ailleurs très certainement, mais enfin on souhaiterait vérifier. On aimerait savoir où on en est à cet instant dans le processus de recrutement au niveau de la police municipale, savoir combien, par rapport aux postes prévus, combien sont pourvus. D'autre part, on dit ça parce que on est sur des postes évidemment sensibles et que il faut veiller dans la question des heures supplémentaires au niveau de difficulté, de fatigabilité, parce qu'on n'est pas dans de simples
activités. Il y a toujours, on le sait, ce sont des secteurs d'intervention qui parfois peuvent être sensibles et en tout cas qui nécessitent une attention, une vigilance constante. Donc, augmenter le volume d'heures supplémentaires, ça n'est pas sans impact évidemment sur les personnes qui vont faire, quand bien même elles souhaitent le faire. C'est pas le sujet. Donc, on souhaitait avoir un point sur l'état des recrutements à ce jour. C'est noté. Alors, nous sommes. L'objectif, évidemment, n'est pas d'augmenter le nombre des heures supplémentaires, mais de permettre d'avoir un cadre juridique qui permette, en cas de nécessité, et malheureusement, on le voit de plus en plus, on a cette nécessité qui est accrue d'avoir des agents qui sont présents sur certains événements. Et donc, l'objectif, c'est simplement de permettre cette mobilisation-là. Nous avons enfin réussi à assainir la situation. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait des tensions, il y avait un climat aussi politique, il faut le dire, qui n'aidait pas à apaiser les choses. Et aujourd'hui, les choses sont en très bonne voie. Nous sommes très heureux d'avoir quasiment l'intégralité des ASVP en poste, donc il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Nous avons depuis l'élection 2 policiers municipaux qui sont arrivés et qui sont en poste, et aujourd'hui même nous avons reçu plusieurs candidatures, plusieurs CV. Donc maintenant la ville redevient attractive parce qu'évidemment quand on a un contexte de politique qui est compliqué avec un recours, ça n'aide pas à recruter. Et ça n'aide encore, ça n'aide pas plus quand on a des personnes qui tirent à boulet rouge sur le service de la police municipale ou certains agents qui l'a composé. Donc voilà la situation à date. Nous avons des équipements qui ont été commandés, de nouveaux équipements qui permettront d'avoir une brigade motorisée. L'objectif, c'est de l'avoir dès cet été, de manière à ce qu'il y ait des interventions qui soient beaucoup plus rapides également, parce qu'à moto, évidemment, les agents pourront se déplacer plus vite, et des recrutements qui sont encore une fois en cours. Donc 3 CV reçus aujourd'hui, 2 PM en plus 2 policiers municipaux depuis notre élection. Et nous montons en puissance de manière à ce que l'équipe soit apaisée et en place. Voilà. Oui. Oui, donc on aimerait précisément savoir, par rapport au nombre de postes que vous avez prévus, combien au moment où nous nous réunissons de postes sont effectivement pourvus. Et deuxième chose, vous évoquiez un contexte, vous n'êtes pas sans savoir que la principale difficulté aujourd'hui sur les questions de recrutement, pas seulement d'ailleurs pour Neuilly-sur-Marne, mais de toutes les collectivités de France et de Navarre, si je puis dire, c'est la question de l'attractivité. Et comme toutes les communes ont besoin de recruter des policiers municipaux, c'est comme dans d'autres secteurs. J'ai en tête par exemple le secteur de la petite enfance où pour recruter des cadres et notamment des puéricultrices, c'est très difficile parce que justement il y a beaucoup de demandes. Donc c'est aussi, et nous insistons là-dessus, une question d'attractivité puisque les policiers municipaux qui recherchent un emploi, ils ont l'occasion de s'adresser à moult collectivités et ils vont évidemment au plus offrant, si je puis dire. Et donc j'en termine là. On aimerait savoir aujourd'hui combien de postes sont pourvus sur les effectifs prévus. Merci. Monsieur Trigance, en termes d'attractivité, je peux vous assurer qu'on a un cadre de travail qui est privilégié. On a un poste de policiers municipaux que nous avons aménagé et qui est en cours de finalisation, avec des équipements flambant neufs, avec des équipements qui sont vraiment à disposition moderne et qui permettent vraiment des interventions efficaces. Donc en termes d'attractivité, à la fois en termes de rémunération, donc on est dans la moyenne haute, et en plus on a des équipements qui permettent des interventions efficaces et sécurisées. Nous avons également un partenariat très privilégié avec la police nationale que je salue, dont je salue l'ensemble des équipes parce que c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler en partenariat et main dans la main avec les équipes de la police nationale. En revanche, Monsieur Trigance, je ne vais pas vous indiquer ici devant devant un public très élargi exactement le moment auquel un délinquant pourrait commettre un délit parce qu'il n'y aurait pas de policiers municipaux. Si vous voulez qu'on en discute dans le cadre de la commission sécurité, nous le ferons et nous ferons un état là-dessus.
Mais je ne vais pas vous indiquer ici, devant tout le monde, les moments d'heure creuse de la police municipale et à quel moment et quelle est l'organisation exactement de la police municipale. Évidemment, vous êtes un élu et comme tous les autres élus, nous en parlerons dans un cercle qui permettra de garder certaines informations nécessaires, confidentielles. Maintenant, je peux vous assurer que 90% des effectifs sont en place et c'est très efficace et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des équipes de la police municipale d'être présentes aux côtés des Nocéens. C'est vraiment très utile et d'ailleurs, je souligne que depuis plusieurs mois, en décembre, en janvier, en février, nous avons eu les statistiques de la police nationale, les statistiques sur la délinquance et les statistiques sont positives puisque les chiffres baissent et nous voyons qu'il y a moins d'atteintes aux biens, moins d'atteintes aux personnes, moins d'atteintes aussi au cadre de vie général des Nocéens. Donc l'action est efficace et donc voilà, on continuera à la rendre toujours plus efficace. Nous avons un plan en cours de déploiement de vidéoprotection qui a dû être gelé à cause de l'annulation des élections, mais tout ceci est en bonne voie. Et je tiens à remercier l'ensemble des agents, à la fois des services techniques, mais également des services de la police municipale qui travaillent main dans la main pour y parvenir. On notera que les Nocéennes et les Nocéens, visiblement, ne peuvent pas savoir combien aujourd'hui d'agents de la police municipale sont recrutés. Je vous les ai donnés, monsieur Trégan. Je ne vois pas où est le secret. Arrêtez de polémiquer. Si je vous dis... vous répondez pas? Mais si, mais je vais pas vous dire ici quels sont les horaires d'heures creuses à laquelle quelqu'un peut commettre un délit. Je ne demande pas des horaires. Ouais, d'accord, mais bon, nous vous demandons combien de postes sont pourvus. Nous avons 80... Et tout le monde a le droit d'avoir cette information. Oui, bien sûr, nous avons 90% des effectifs qui sont en place. Maintenant, voilà. Ça fait combien de personnel? Nous avons, vous ferez, monsieur Trigance, vous étiez présent dans le cadre des comités techniques. Vous savez qu'il y a 15 agents de policiers municipaux, il y a 8 ASVP, il y a 2 administratifs. Faites le compte vous-même, monsieur Trigance. Écoutez, donc, nous mettons aux voix. Y a-t-il des voix contraires, monsieur Trigance, s'il vous plaît? Pose problème. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Le point numéro 13 sur le personnel communal et les modalités d'organisation. Ah, j'ai passé un point. Non, le 12, pardon. Le point numéro 12 sur les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les heures complémentaires. Monsieur Lepont. Bonsoir à tous. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme de repos compensateur et à défaut, elle peut faire l'objet d'une indemnisation. La municipalité souhaite pouvoir se donner les moyens de rémunérer les heures supplémentaires quand l'intérêt du service l'exige, dès lors que les travaux ont été réalisés à sa demande ou à la demande du chef de service dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent. Seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, les agents relevant au cadre d'emploi indiqué en annexe. Nous sommes donc invités à instaurer les IHTS pour les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, ainsi que les agents contractuels de droit public de catégorie C et B relevant des cadres d'emploi indiqués ci-dessous, à compter de mai 2022. De mettre en œuvre le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d'un décompte déclaratif. Autoriser Monsieur le maire à mandater les heures complémentaires aux fonctionnaires et agents contractuels à temps non complet. Il nous appartient d'en délibérer. Merci, Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Simplement une rectification. Vous avez, il y a quelques instants, parlé de la commission de sécurité. Nous n'y siégeons pas. Donc je tiens quand même à le faire remarquer. Vous disiez qu'en commission de sécurité, mais nous n'y siégeons pas puisque nous n'en sommes pas membres. Vous n'avez pas souhaité nous y faire représenter. Non, monsieur Trigance. Donc, nous ne sommes pas dans la commission de sécurité. Monsieur Trigance. Je tiens à le dire. Nous ne sommes pas dans la commission de sécurité. Contrairement à ce que vous avez dit. Monsieur Trigance. Il y a un règlement intérieur du conseil municipal qui cadre les choses. Vous l'avez voté, vous ne l'avez pas voté, ça vous regarde. Mais il y a un règlement qui s'applique. Il s'applique à tout le monde. Donc, ça n'est pas ma décision, c'est une décision qui s'applique à tout le monde. C'est un cadre général déterminant exactement les commissions, la composition des commissions,
Donc, si vous n'y êtes pas, peut-être que vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ce n'est pas moi qui ai décidé du nombre d'élus qui siégeraient au conseil municipal. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans certaines commissions, M. Trigance, c'est peut-être la décision des Nocéens et pas la mienne. Ensuite, M. Trigance, nous sommes passés au point numéro 12. Si vous souhaitez faire des interventions et polluer chaque point, en affirmant des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le point qui est abordé, libre à vous. Mais je vous demande, M. Trigance, de respecter les Nocéens, le conseil municipal, et de rester focalisé sur chacun des points. N'extrapolez pas inutilement, vous êtes libre d'avoir des interventions sur chacun des points, encore faut-il qu'elles soient en rapport avec ces points. Je vous demande, M. Trigance, d'avoir un comportement apaisé, de manière à ce qu'on puisse avancer de manière intelligente dans l'intérêt des Nocéens. Pendant 18 mois, vous avez eu une attitude qui était déplorable. Je pense que les Nocéens vous ont lourdement sanctionné, notamment pour cela. Peut-être faudrait-il aujourd'hui comprendre cette leçon. C'était il y a simplement 2 mois. Maintenant, je vous demande de bien vouloir avancer. Et si vous voulez intervenir sur les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les heures complémentaires, libre à vous. Mais restez focalisé sur chaque point. Merci, M. Trigance. Moi, je vous demande la chose suivante, Monsieur le maire. Dans vos propos il y a 5 minutes, vous avez dit aux Nocéennes et Nocéens que nous siégions dans la commission de sécurité. Ça n'est pas vrai. Donc je vous demande de respecter ce qui est et de ne pas inventer mais je n'invente des choses. Rien, M. C'est Trigance. tout. Vous en restez Monsieur à ce Trigance, qui est et non pas moi je vous ai pas coupé. Donc s'il vous plaît, je vous ai pas coupé. J'ai respecté votre propos. Vous ne respectez donc, pas le conseil municipal. Restez focalisé sur le point, M. Trigance. Moi, je vous ai écouté. Donc, vous m'écoutez, s'il vous plaît. Je vous demande de ne pas travestir les choses et de dire aux Nocéennes et aux Nocéens ce qui est. Et donc, j'ai souhaité rectifier les choses par rapport à notre présence dans la commission de sécurité. Point. Monsieur Trigance, si vous voulez des éléments sur la police municipale, en qualité de conseiller municipal, vous nous les demandez et nous vous les transmettrons. D'accord ? Mais inutile, si vous cherchez une information, demandez-la, mais cessez de polémiquer inutilement sur chaque point. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Je vois simplement Monsieur Trigance, que nous vous avons demandé sur la police municipale depuis déjà plusieurs séances des éléments que vous ne nous avez jamais transmis. Donc, lorsque l'on vous fait des demandes, s'il vous plaît, vous êtes invités à nous transmettre, parce que nous avons droit, pas seulement d'ailleurs pour nous, mais pour l'ensemble des collègues de cette instance, nous avons le droit à l'information. Vous avez parfaitement le droit à l'information, M. Trigance, mais cessez de polémiquer inutilement, s'il vous plaît. Si vous souhaitez une information, nous vous la transmettons. Il n'y a rien de secret. Les conseils municipaux, jusqu'à présent, avant notre élection, étaient à huis clos. Enfin, quasiment. Il y avait 5 personnes qui pouvaient y assister. Aujourd'hui, tous les Nocéens y assistent. Donc arrêtez ce procès en manque de transparence. Nous sommes d'une transparence telle que jamais cette commune n'en a connu auparavant. Donc arrêtez. Ayez une réflexion qui soit honnête intellectuellement, Monsieur Trigance. Aujourd'hui, Monsieur Trigance, s'il vous plaît, je vous le demande une ultime fois, restez focalisé sur le point qui est traité, et je pense que tout le monde... Et vous répondez à nos demandes, c'est tout. Voilà. Bon, allez, c'est bon. On continue parce que visiblement vous avez la volonté de nuire et rien d'autre. Bon, y a-t-il des questions, des observations sur ce point numéro 12 ? Tout ça pour ça. Merci. Bon, y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Mais bien. Bon, allez. Point numéro 13, le personnel communal, les modalités d'organisation des astreintes et notamment les modifications. Comme vous le savez, nous avons des agents qui sont mobilisés dans le cadre d'astreintes
qui sont rendus nécessaires, notamment en cas d'incident sur la ville. Donc il y a les élus qui sont évidemment mobilisés, mais il y a également des agents qui sont mobilisés notamment lorsqu'ils travaillent sur des sujets de sécurité et d'exploitation pour les différents services. Les services techniques, les ateliers, l'environnement, la voirie, la propreté, les sports, la police municipale, les crèches collectives et familiales. Et il y a également les décisions, une astreinte décisionnelle avec des cadres mobilisés. Il est proposé ici d'ajouter notamment un cadre d'emploi, un emploi dans le cadre du service direction vie citoyenne et sportive, et notamment le service sport et équipement sportif. Je vous donne un exemple très simple. S'il devait y avoir malheureusement, et on en a connu, des incendies ou une catastrophe plus importante qui frapperait des océans, nous ouvririons dans ce cas-là, notamment des équipements sportifs pour accueillir les océans. C'est déjà arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas, mais malheureusement, nous ne maîtrisons pas les accidents. Et donc voilà l'ajout qui est proposé. Les modalités d'indemnisation restent quant à elles inchangées. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 14, toujours sur le personnel communal, et cette fois la modification du tableau des effectifs. Comme vous le savez, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, et il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois qui sont nécessaires au fonctionnement des services, et en cas de réorganisation des services ou de suppression d'emplois, les décisions sont soumises à l'avis préalable du comité technique qui réunit notamment les syndicats, les représentants des agents. Et donc nous les avons réunis le 29 mars dernier, si je ne m'abuse. Et donc le tableau des effectifs modifié figure dans l'annexe. Donc ça a été approuvé évidemment dans le cadre du comité technique. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 15 sur le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions sur les points soumis? Non, donc nous en prenons acte. Et je reviens au point initial, Monsieur Trigan, sur votre intervention sur l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars dernier. Nous avons bien regardé les éléments qui ont été communiqués dans le cadre du budget. Il semblerait que vous ayez confondu les éléments qui sont dans le compte administratif et dans le budget. Dans le budget qui a été présenté et voté, page 101, il y a bien l'ensemble de la liste des associations, des subventions aux associations qui a été votée, je le rappelle, à l'unanimité. Donc l'ensemble des éléments figuraient dans le dossier qui vous a été transmis. Donc je mets aux voix l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2022. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc nous allons reprendre le rythme plus normal des conseils municipaux, parce que jusqu'à présent, nous avions dû les concentrer pour faire voter pour prendre le acte du débat d'orientation budgétaire, pour préparer le budget, pour faire la modification des effectifs. Et donc désormais, nous allons revenir à un rythme plus classique, et je crois que le prochain conseil municipal est prévu aux alentours du 22 mai, 24, 23. Bon, on communiquera dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, dames. À bientôt. Merci.